Le 21 octobre, on avait Danny Dagenet et Tom Zik à la librairie. Ce qui est hot, Tom. Roundhouse, on l'a sorti pendant la COVID, ça compte passer un peu sous silence. On en profite aujourd'hui pour faire une double logique. C'est plus rapide pour l'instant de faire des prix, mais je continue vraiment à faire des BD, la promotion. Je joue tout le temps au Comic-Con, j'amène tout le temps mes livres et tout mon bagage. C'est le fun. C'est comme j'essaye de diversifier un petit peu mes activités. Si j'en achète un, ça veut dire je peux me le faire dédicacer. Et voilà, on est là pour ça. C'est combien? C'est 8 000 $. Et voilà, mon ami. Super. Le beau barbeau de Tom et la signature aujourd'hui. C'est gentil. Merci beaucoup. Puis, merci à toi. Bon succès. Est-ce qu'il va y avoir un numéro 2? Oui, en fait, c'est une trilogie qui on est supposé avoir 3 livres en tout. OK. Dans le fond, lui, c'est le premier d'une trilogie qui est en préparation. Dans le fond, je suis en train d'écrire le deuxième livre. Tom ici, c'est l'illustrateur. Et voilà, mon ami. Merci à toi. Ok, Tom, fait que toi, tu as commencé à dessiner de quelle manière et pourquoi? Ben, je pense que j'ai toujours dessiné. Même quand j'étais petit, je dessinais n'importe quand. C'était comme chez nous, il y avait beaucoup de monde, comme c'était moi, mes 2 frères, une sœur et mes grands-parents vivaient avec nous. Donc, il y avait toujours beaucoup de bruit. Donc, dessiner, c'était une façon de comme être dans ta propre monde. C'est comme c'était facile de ignorer tout ce qui passait dans la maison. J'ai pris des cours animation à Algonquin College à Ottawa. C'était bon, mais l'industrie n'est pas vraiment facile et c'était pas vraiment pour moi. Comme j'ai travaillé à un studio à Nouvelle-Brunswick et ils ont perdu tout leur argent, donc c'était fini. They went broke. Alors c'était une autre mauvaise expérience avec ça, mais donc après ça j'ai juste comme travaillé dans les retail, choses comme ça. Tu as quand même fait de l'animation, tu sais comment ça fonctionne, puis tu as travaillé sur des projets? J'ai travaillé comme background artist, donc c'est pas vraiment comme animateur. Je sais comme ça marche avec des harmony et des choses comme ça, mais plutôt mon endroit était les arrière-plans, les backgrounds, des choses comme ça. Roundhouse, ici, on l'a sorti en pleine pandémie, c'est comme tombé un peu sous silence. C'est l'histoire de 2 gars qui décident de faire une invasion de domicile, sauf que comme le titre l'annonce, ils ont choisi la mauvaise maison. Ça tourne pas bien pour eux autres. Quand tu es un illustrateur auteur de bande dessinée aussi, la bonne nouvelle ici, qui est tout frais sorti de l'imprimerie, c'est que ça s'est passé. Mais ça, c'est vraiment les anges bibliques. Event Horizon. Je me suis fait le même commentaire, moi aussi. Mais ouais. Je l'écoute de temps en temps. J'ai écrit en français, il est traduit en anglais, j'envoie ça à Tom. Tom, il joue un petit peu avec mes textes. Ça serait mieux dit comme ça, blablabla. Ça, j'envoie tout comme je vois ça. Ouais, tu l'as mis. Ouais. Tout en place, tout signé. Fait que Pat Bouteille est venu en personne acheter nos livres, c'est magique. Comment tu as rencontré Danny? J'ai rencontré Danny, c'était à l'Ottawa Comic-Con. Je pense qu'il vendait les livres là et il était un écrivain et comme je cherchais quelqu'un à travailler avec qui savait comment écrire et je voulais vraiment me développer comme artiste, alors c'était une bonne collaboration. C'était au coin de quoi, Jean, avant? C'était en face de Dairy Queen, coin quasiment Curé-Labelle. Ah, c'est ça.
Ouais. en face de Dairy Queen. Fait que c'est ça, il était installé là avant. Puis c'est ça, puis là, il a déménagé, ça fait quoi? Ça fait 4 ans? Ça fait ça va faire 2 ans et demi. Début COVID. Ouais. À Noël, ça va faire 3. Ça fait 2 ans et demi. J'ai vu ton topo. Ah, ok, ouais, que j'avais l'air constitué, là. Je te connais pas assez pour savoir si ça avait l'air constitué. Dans le fond, Wrong House, on l'avait sorti pendant la pandémie. Ah, C'est vraiment tombé sous silence. Ça, c'est une interprétation. La pandémie, la bonne nouvelle, on a travaillé là-dessus cette année. On vient de sortir le livre. Je prends beaucoup d'inspiration des fantasies comme Michael Moorcock et les plus vieilles histoires comme ça et les mythes comme Sinbad, les epics comme les mythologies grecques et des choses comme ça. Je prends beaucoup d'inspiration avec ces histoires-là. Ça va se retrouver sur Black Flag TV. Ouais, c'est ça. Blackmail.tv. Bon, ben, bienvenue dans le backstore de la boîte à BD de Laval. Vraiment, ici, il y a des trucs absolument incroyables. Une belle lithographie de Enki Bilal, une pièce excessivement rare qui date de 1987. Cette litho-là, ce qu'elle a de spécial, c'est qu'elle a officiellement jamais été sur le marché. C'est la galerie Escalapari de Christian Desbois qui ont publié en fin 86, début 87, une petite annonce dans une revue qui invitait des gens à envoyer des souscriptions à la galerie pour faire imprimer une lithographie de tirage ultra limité de Bilal. Puis ils ont reçu 2293 souscriptions. Ils ont imprimé 2293 copies. That's it. Donc, elle n'a jamais été vendue sur le marché. C'est juste les gens qui ont payé, qui en ont reçu une. Puis là, il y en a une ici, puis il y en a apparemment qu'il y en aurait 3 au Canada, en tout cas. Selon ce que la personne m'avait dit en 87, quand je l'ai acheté, c'est que, pas l'importateur, mais l'exportateur là-bas avait dit que, bon, ben, quand l'annonce est parue dans le magazine, avant que ça soit distribué au Canada, ben, la date de souscription était déjà passée. Donc, les seules copies qui sont rendues ici, ben, c'est les gens qui avaient des contacts avec la galerie là-bas. Donc, apparemment qu'il y en aurait juste 3 au Canada. Là, je vous dis ça de même. C'est ça, c'est la version non signée. Il existe, je pense que c'est 150 ou 200 copies. Là, ça commence à faire pas mal d'années. Je pense qu'il y a 200 copies qui ont été signées par Bilal, puis les 2293 autres copies, ben, c'est des copies non signées. C'est vraiment, quand on regarde la qualité de ça, c'est vraiment extraordinaire. Puis comment on sait que c'est un original, là, ça paraît peut-être pas à la caméra, mais c'est imprimé juste dans le bas ici, en vernis, le nom de la lithographie. Fait qu'il faut vraiment comme juste bouger au soleil pour voir l'impression en vernis. On voit Horus, puis le nom de la galerie, mais évidemment, à la caméra, c'est impossible de la voir. Donc, c'est des pièces vraiment excessivement rares. Puis qui sont disponibles ici, bien, qui est disponible ici à la boîte à BD. Fait que vous pouvez venir voir Jean, puis il va pouvoir vous en parler un petit peu plus. Mais c'est vraiment une lithographie extraordinaire. Il n'y a pas de point de trame dessus, rien. On regarde de près, puis la qualité est absolument incroyable. C'est pratiquement un original, là, dans le fond. Là. Fait que c'est une pièce rare. 1987, on n'en voit pas partout. Puis ça se trouve ici même, à la boîte à BD. Incroyable. Si tu allais choisir comment dans ce temps-là, c'est quoi, mettons, tu faisais un croquis, tu l'envoyais, puis je suis dans la bonne direction, ou c'était complètement... Non, c'est ça, on marchait tout par fax. Fait que c'est ça, au début, le premier contact, c'est tout le temps au téléphone, puis là, le gars de la compagnie,
m'expliquait un petit peu qu'est-ce qu'il voulait avoir. Moi, je travaillais surtout avec des compagnies de disques, plus que les bandes comme telles. Ça arrivait des fois que le gars de la compagnie, bon, ben, je te mets en contact avec la bande, regarde ça ensemble. Puis, des fois, ça marchait mieux de même. Mais non, il m'expliquait un petit peu qu'est-ce qu'il avait besoin, qu'est-ce qu'il voulait avoir, ou des fois, il n'y avait carrément pas d'idée. Fournis-nous quelque chose, puis ça va être ça. Créatif. Oui, exactement. Il connaissait déjà un petit peu mon travail. Fait qu'il savait déjà à peu près quelle direction j'allais prendre. C'était pas comme de quoi que j'arrivais out of the blue avec de quoi qui ne s'attendait pas. Puis, fait que ça, j'avais comme vraiment pas mal le même style. Là, où Benoît il me disait on a bien aimé telle couverture que tu avais faite pour telle bande. Fait que ça m'enlignait un petit peu. Dans telle ou telle direction. Fait que là, je renvoyais un croquis assez sommaire de ce que je voulais faire. Puis là, après ça, eux autres, ils prenaient 2-3 jours, ils regardaient ça, puis ils me recontactaient. Bon, ben, let's go. Ben non, on change telle affaire. Puis à partir de là, moi, je bouquais mes modèles, parce que je travaille toujours avec des modèles. Fait que c'est ça. La plupart de mes couvertures d'albums, c'est tous des amis que j'ai dessus. Fait que c'est ça, je faisais des sessions de photos avec des modèles selon ce que j'avais besoin, basé sur le croquis que j'avais fait. Puis là, ben, je montais le tableau final. OK. Puis toi, tu travailles, mettons, quand une fois que tu as fini, la couverture d'album est grosse comment, toi, quand tu as fini de travailler? Dans ce temps-là, je travaillais quand même des assez grands formats, c'est des 4 pieds par 5 pieds. C'est pas le tableau quand même assez grand. Moi, j'aimais ça travailler en grand format. Aujourd'hui, je travaille sur des plus petits formats. J'en fais, c'est varié. Toi, encore récemment, j'ai fait une peinture de ces 7 pieds de haut. Des grands formats. Mais j'en fais des plus petits aussi. C'est plus comme dans ce temps-là, je travaillais juste sur du grand format. C'est ça que je tripais. Avec le temps, je travailler en petit de temps en temps. Puis ça prend moins de temps, ça prend moins de peinture. Puis, tu fais une petite peinture de même, ça prend 4 heures, 5 heures, c'est fini, tu passes à d'autres choses. Puis qui gardait, mettons, ton œuvre une fois que tu l'as envoyé à la compagnie, est-ce que ça te revient à toi après ou mettons le groupe gardait comme. Ouais, non, c'est ça, je gardais pas mal tout. Là. Puis moi, je les vendais séparément. Mais, ce que j'envoyais à la compagnie, c'était toujours des photos, des diapositives. Des photos, OK. Ouais, j'amenais ça chez un photographe spécialisé en reproduction d'œuvres d'art. Puis lui, il me donnait 2-3 diapositives, c'est des diapos grand format là, pour l'imprimerie. Puis moi, j'envoyais la diapo, puis la compagnie 10 gardait ça en archive dans leurs affaires. Donc, j'ai pas mal toujours gardé mes originaux. Puis après une couple d'années, ben, je vends les originaux après ça. Fait que ça c'est toujours un plus. Une fois que l'album est connu, ben, là, la valeur de l'original monte aussi. Fait que ça, des tableaux que j'ai pu vendre quand même assez cher de même. Fait que c'est le fun. Mais bon, ça prend du temps. Des fois, ça prend 15 ans, ça prend 20 ans. Ouais, puis entre-temps, je faisais des expositions aussi, de temps en temps. Je sors mes originaux, je m'en vais dans une. Je loue un espace, j'affiche ça pendant un mois, 2 mois. Puis, ça me faisait connaître un petit peu sur la scène locale aussi. Ouais, donc, les originaux, je les ai pas mal toujours gardés. Puis là, depuis une couple d'années, j'en ai vendu pas mal. Et la plupart des pochettes d'albums que j'ai faites, c'est arrivé une fois que le band ont acheté l'original. Ça a été une transaction séparée de l'utilisation pour faire la couverture d'album. C'est tout le temps deux contrats séparés. Là. Quand ils vont payer pour utiliser une couverture d'album, ils n'ont pas nécessairement l'original. Puis quand ils achètent l'original, ça ne veut pas dire qu'ils peuvent s'en servir pour faire une couverture d'album. C'est vraiment deux ententes séparées. Là. Dans le fond, quand tu vends le droit de couverture d'album, tu le vends à perpétuité dans le sens si l'autant de reprints qu'ils font? Non, ça c'est toujours limité dans le temps. Ouais, c'est ça. Mais moi, je mettais quand même la limite assez haute là, dans les contrats, là, comme tel. Là. Puis souvent, c'était comme jusqu'à 100 000 exemplaires. Fait que ça, je savais que 100 000 exemplaires, si tu dépasses ça, ben regarde, on va se reparler. Mais en général, dans 95% des cas, 100 000 exemplaires, c'était plus que suffisant. Oui, bien c'est sûr, c'est un genre un peu plus niche aussi. Oui, c'est ça. Non, il y en a eu 2 albums qu'on a eu à renégocier un contrat de même. Puis un des albums qui est devenu comme un classique du métal, un peu eux autres, ils m'ont payé pour avoir une licence permanente. Ils ne voulaient pas revenir. Parce que le premier contrat qu'on avait, je pense que c'était une licence de 50 000 exemplaires à l'époque. Puis, au bout de 2 mois, le gars me rappelle, les ventes, ça va super bien. Là, on va buster le 50 000 exemplaires. On voudrait avoir une licence pour 250 000. Fait que là, on s'est entendu sur un prix, puis tout ça, je leur envoie la licence.
Puis 2 ans plus tard, le 250 000 était busté. Puis là, ben, il voulait avoir, justement, là, il s'en allait vraiment sur le million d'exemplaires vendus. Là. Fait que, OK, attends un petit peu. Fait que là, ben, c'est ça, on s'est entendu sur un autre prix, mais une licence permanente. Là. Beaucoup de monde me disent que, bon, t'aurais pas dû faire ça, puis de renégocier régulièrement. En même temps, c'est un bon client, il est venu me voir régulièrement. Bon, besoin pas d'une faveur, mais c'est comme un service là, demain. Bon, regarde, moi, je n'ai pas de trouble avec ça. Non, ben c'est sûr, des fois, si c'est donnant, c'est cool. Oui, ben c'est ça, mais c'est sûr que quand c'est... ben ça, c'est comme la succession, toujours comme le transférable, le propriétaire des droits de la peinture. Si moi, je ne suis plus là, puis c'est mon entreprise qui a vendu les licences, ben il y a celui qui va prendre la relève après moi, ben, qui va reprendre mon entreprise, ben, il serait quand même capable de continuer plus tard avec les redevances. Mais là, ça devenait compliqué, puis on s'entend que c'est pas un album de Michael Jackson, que tu sais que bon, ben, dans 50 ans, ça va vendre encore. Fait que non, on s'est entendu dans même, c'est un montant, puis là, eux autres peuvent faire ce qu'ils veulent avec l'illustration, puis là, c'est quand même la fun, parce que je vois encore aujourd'hui, j'ai fait ça, cette peinture-là en 94, mais encore aujourd'hui, je vois passer des jeunes qui ont des chandails avec mon illustration. C'était pour l'album d'Amorphis, Tales from the Thousand Lakes. Peut-être le voyais, là. Ouais, peut-être en le voyant, c'était dans mon livre tantôt. Mais non, c'est ça, c'est rendu partout. Des fois, je vais dans un Comic-Con, je vois passer le monde, des vestes de cuir, ils ont une grosse page de ma peinture dans le dos. Tu sais, regarde les gens, quand j'ai fait cette peinture-là, t'étais même pas né. C'est pas de voir qu'il y a des peintures de même qui sont rendues comme dans la culture populaire. L'album est rendu, c'est un album légendaire, dans le fond. C'était super le fun d'avoir été comme rattaché à ce projet-là. Mais comme je jasais par après avec les gars de la compagnie de disques, eux autres même, ils ne savaient pas que cet album-là, ça allait pogner aussi gros que ça. C'est ça qu'ils disaient, on a investi beaucoup là-dessus sur l'album. Oui. Et on se disait, si ça pogne, ça va marcher fort, tu sais. Mais ça se peut que ça ne marche pas partout, puis ça va être, tout le monde va perdre leur argent là-dessus, tu sais. Même le band, eux autres, même, ils ne savaient pas. C'est vraiment le tout début du métal Viking, tu sais, du Viking metal, puis... fait que eux autres ont sorti en 94, mais non, finalement, il y a eu une bonne mise en marché, ça a bien fonctionné. C'est des pionniers un peu du style. Oui, absolument. Là, il y a eu plein d'autres bands après ça qui sont sortis. Il y avait à peu près dans le même genre. Tu as eu Amon Amarth, tu as eu Nightwish, il y en a eu tout un gros paquet. En 1994, ils étaient les seuls vraiment à faire du métal folklorique nordique. Fait que ça a super bien marché. Ils ont eu une bonne mise en marché, un bon coup de publicité avec la compagnie de disques, le Nuclear Blast. Puis, un des gars de la compagnie, c'est ce qu'il disait, la compagnie est devenue grosse grâce à cet album-là. All right, c'est cool. Ça n'a pas nécessairement rien. C'est comme, oui, l'illustration a aidé, mais en même temps, c'était comme une couverture d'album. Il y avait métal relativement pas standard, mais c'est ça, la musique était nouvelle, l'illustration c'était comme nouveau aussi parce qu'il n'y avait pas peut-être de mort dedans, c'était juste un paysage, c'est pour du métal. C'était pas nécessairement ce qui était le plus courant. À l'époque, les couvertures métal, c'était des affaires, des vestes de cuir, des chaînes, des têtes de mort, puis tout ça. Puis là, on arrivait juste avec un paysage qui pouvait aller d'une galerie d'art. C'est assez commun. Mais ça a été tout ça ensemble qui a fait que ça a été comme un pivot, si on veut, pour l'industrie du métal. Personne n'avait vu venir ça de même. Les autres mêmes de labels, ça se peut que ça foire, puis ça mène nulle part. Non, c'est ça. Quand ils viennent de spoiler, parce qu'ils veulent juste, c'est sûr qu'ils ont chacun leur domaine. C'est sûr qu'ils donnent une chance sur quelque chose d'autre si tu veux sortir du lot. Pour avoir une chance. Ils l'ont essayé. Puis dans le temps, il y avait plein de compagnies de disques aussi. Dans ce temps-là, tu avais plein de record labels. Chacun cherchait à avoir comme un style qui était différent
différent des autres. Puis, non, puis c'est ça. Nuclear Blast sont arrivés avec cet album-là. Ils ont bien investi dessus, puis ça a super bien marché. Quand le band ont fait une tournée, 25e anniversaire, il y a 2 ans à peu près, puis autour de ça, en tout cas, j'avais été voir. Il passait à Montréal. J'avais été voir, puis on jasait après ça dans le podcast. Il dit, quand on a fait cet album-là, on était des kids au secondaire. Il était super jeune. Tu nous aurais dit ça, que dans 25 ans, vous allez encore faire des tournées avec cet album-là. Jamais on aurait cru ça. C'est ça, même eux autres, c'est encore des jeunes, tu es des tours secondaires, tu te dis pas que ce que je fais aujourd'hui, ben dans 25 ans, ça va continuer à me faire vivre.